Demoiselles étranges, bienvenue au podcast Vision et Révélation. Aujourd'hui, je reçois Aliénor de Mystic Moon avec qui nous allons discuter de magie de protection. Aliénor, bonjour. Bonjour à toi, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. Écoute, pour les gens qui connaissent pas ton projet, qui est, ma foi, très élaboré, comment est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ta mission représente et quel genre de service tu offres? Oui, alors de base, moi j'ai créé ça fin 2018, début 2019, le temps passe. Et mon objectif premier, c'était de partager ma passion en créant un blog. Et il y a toute une communauté qui s'est créée autour de ça. Et j'ai eu envie du coup de rendre ça accessible au plus grand nombre, donc les pratiques ésotériques en général, et particulièrement magie, sorcellerie, paganisme. Et puis, du coup, j'ai créé un magazine en ligne, plein de contenus gratuits déjà, avant tout, pour rendre accessible, qui sont toujours dispo. Il y a 200 articles sur mon magazine, j'ai une chaîne YouTube, un compte Insta, une newsletter sur les cycles de la Lune. Donc voilà, ça permet à tout le monde d'explorer le sujet. Et puis après, j'ai plein de services pour aller un peu plus loin. Donc, j'organise des retraites ésotériques en France, en Suède, parce que je vis en Suède, des cours, des programmes en ligne, des outils, des créations, ateliers, conférences, un petit abonnement aussi pour être accompagné dans sa magie tous les mois. Voilà, plein de choses pour accompagner. C'est l'idée. Donc, le thème qu'on utilise chez Demoiselles étranges en décembre, c'est la protection. On voulait savoir un peu de ton point de vue, comment toi tu définis la magie de protection à tes yeux. Ouais. Alors moi, je vois ça comme un acte préventif. Et quand je dois expliquer ça, je prends toujours l'analogie de la ceinture de sécurité en voiture. On se protège au cas où. Et du coup, son objectif principal, pour moi, la magie de protection, ça va être de créer des barrières énergétiques, spirituelles, symboliques, pour prévenir et potentiellement, si besoin, repousser ce qui nous serait indésirable. Ça va permettre de définir clairement ses limites. Et du coup, c'est un peu une magie qui va être comme un portier aussi. C'est une autre analogie que je fais, comme les videurs en boîte de nuit qui sont à la porte, qui vérifient qui rentre pas. Donc voilà, c'est quelque chose de toujours un peu hyper vigilant pour nous protéger. Et en gros, ça va être un peu comme des gardiens énergétiques qui vont discerner ce qui est autorisé à rentrer ou pas, un peu comme des filtres. Et puis, pour autant, il faut quand même que ça ne soit pas complètement hermétique. Donc c'est ça toute la finesse de la protection. C'est quelque chose qui est latent en prévention et en même temps qui peut être actif quand besoin, tout en laissant passer ce qui est nécessaire, quoi. Donc il y a un peu cette habileté à trouver dans la protection qui n'est pas toujours facile. En fait, c'est comme une passoire. C'est une passoire énergétique. Ah ouais, carrément, il y a un peu de ça, c'est ça. C'est-à-dire que la levée de bouclier est pas nécessaire tout le temps et va nous éviter peut-être dans notre magie de se connecter à ce dont on a besoin. Donc ouais, il y a une idée de filtre, tout à fait. Et c'est quoi ta méthode préférée pour te protéger au quotidien? Alors moi, j'ai testé plein de choses en protection et depuis quelques temps maintenant, il y a quelque chose qui s'est vraiment formé autour de mon foyer, des esprits du territoire. J'ai exploré plein de choses et puis ça a vraiment été le plus évident pour moi parce que je vis chez moi, je travaille de chez moi, donc j'ai créé un lien avec mon foyer qui est très particulier. Et voilà, donc ce qu'on appellerait l'esprit du lieu, l'esprit du foyer, mais aussi les esprits du territoire qui m'environne. Donc j'ai créé une alliance avec ces esprits et ça va prendre la forme de plusieurs choses. J'ai plusieurs matérialisations de cette protection à travers j'ai un pochon, j'ai des talismans, voilà, j'ai plein de petites choses qui tournent beaucoup autour des superstitions locales, du folklore local, et qui vont être différentes en fonction de si je me protège moi, si je protège mon foyer, dans le quotidien, dans ma pratique. Et ce qui fonctionne très bien pour moi, c'est d'associer mon alliance avec les esprits du territoire, une matérialisation, et puis prière, incantation, visualisation. C'est un tout, en fait. C'est pour ça que c'est difficile de le définir, parce que j'ai pas un truc qui marche. C'est un ensemble. En même temps, il faut se garder un peu de mystère. C'est important. Aussi. Faut pas tout dévoiler.
Et selon toi, bon, tu parlais déjà des esprits du territoire, donc selon toi, ce seraient tes meilleurs alliés de protection. Est-ce qu'il y a des trucs particuliers au niveau des plantes, au niveau des cristaux, au niveau des talismans, avec lesquels tu préfères travailler pour la protection? Ouais, mais juste pour dire, c'est qu'en effet, en fonction de chacun, chacune, on va pas avoir les mêmes alliés. Moi, j'ai testé plein de choses, notamment les ancêtres de sang, et puis je m'y suis pas retrouvée parce que au niveau du lien familial, il est coupé, donc c'est plus difficile pour moi. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on peut aller trouver des alliés en fonction de son contexte personnel, de son système de croyance. La foi a un rôle hyper important là-dedans. Donc moi, c'est surtout dans des alliés du territoire. Mais oui, je vais avoir des plantes spécifiques. Je peux en donner quelques-unes. Le laurier, notamment, qui est une plante très centrale pour moi en protection. Ici, on utilise beaucoup la fougère. C'est une superstition très importante ici. Alors que jamais j'aurais pensé à la fougère avant de vivre ici. Et il y a une superstition locale qui dit qu'il faut planter des fougères devant sa porte d'entrée pour protéger le foyer. Donc j'ai aussi exploré pas mal la fougère. Cristaux, je suis pas très cristaux en général, mais si je dois en utiliser un en protection, je pense de manière comme pour beaucoup, ce serait l'obsidienne, qui je trouve a vraiment en effet cette énergie-là. Y a-t-il, dans ton expérience, des types de protection qui n'ont pas fait leurs preuves? On en a souvent testé quand on pratique depuis longtemps, ce qui est ton cas, ce qui est mon cas, ce qui est le cas de probablement plein de gens qui nous écoutent en ce moment. C'est de savoir justement si l'expérimentation fait partie de la pratique et donc on a des échecs, on vit des échecs. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a des types de protection, effectivement, que c'est pas... Alors, moi, ça n'a pas forcément été des types de protection, mais c'était comment je les abordais surtout. Okay. Par exemple, en effet, d'avoir été sur les ancêtres de sang, parce qu'on m'a toujours dit c'est les meilleurs protecteurs, il n'y a que eux qui te protégeront super bien. Du coup, je me suis enlisée dans cette action de protection en me disant mais si, ça va marcher, mais en fait non, ça marche pas parce que j'avais pas la foi là-dedans, donc ça a pas marché. Après, j'ai eu je pense comme tout le monde au cours de sa pratique, des moments où je me protégeais pas du tout, des moments où je me protégeais trop. Donc c'est plus dans la quantité de protection où ça fait passer de preuve quand il y en a trop, parce que du coup, alors oui, on est bien protégé, mais on ne vit plus rien, donc c'est un peu frustrant. Et puis trop léger, où du coup, on ne sait plus poser ses limites et ça part dans tous les sens. Ça aussi, je l'ai vécu. Aussi l'équilibre entre cette idée aussi, je pense aussi quand on débute, pour moi en tout cas, ça a été de me reposer beaucoup sur ces alliances extérieures, en oubliant que moi aussi j'avais une responsabilité dans ma protection. Ça aussi, ça m'a fait défaut et donc il a fallu rééquilibrer les choses en comprenant que j'avais mon rôle à jouer là-dedans. Donc ça aussi, ça a pris du temps. Les correspondances bancales, ça beaucoup. Quand on lit dans des bouquins, tu prends ci, tu prends ça, puis en fait, tu te rends compte que c'est pas logique dans l'action concrète de protection. Donc, il va falloir travailler ces correspondances. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver les bonnes correspondances. Mais de manière générale, je trouve que ce qui marche pas, mais je sais qu'on y reviendra plus tard, mais c'est de créer des choses en protection. De trop être inventif. Moi, j'adore être créative sur plein d'aspects de ma magie, mais en protection, je prends pas trop de risques. J'essaye d'aller vers ce qui a fait ses preuves, quoi. Oui, parce qu'on voit ça passer surtout depuis l'avènement des réseaux sociaux. On voit beaucoup de trucs passer, puis ça a tellement l'air superficiel. Puis il y a comme tout l'aspect justement, comme tu disais, que le pratiquant doit s'investir, doit visualiser, doit avoir sa part d'action dans le rituel de protection. Il suffit pas juste de porter, par exemple, un pentagramme sur soi, et voilà, on est protégé de tout. Il y a de l'arriérage en arrière. Il faut comprendre le symbolisme, puis il faut vraiment comme y mettre du sien. Puis ça, on voit régulièrement sur les réseaux sociaux que c'est en train de se perdre. Oui. Donc, heureusement qu'il y a des pratiquants comme toi qui cherchent justement à éduquer les gens sur c'est important, il faut pas négliger cet aspect-là. Ça va plus loin que juste le symbole. Oui. Merci. Est-ce que tu trouves judicieux de préparer un rituel de protection pendant certains moments astraux ou saisonniers? Si oui, lesquels? Oui. Alors, moi, en tout cas, je fais une grosse différence entre... ça dépend des types de protection, en fait, mais j'aime beaucoup me relier ça à l'aspect solaire, parce que pour moi, il y a un peu cette idée que le soleil, il va aller révéler toutes les ombres,
il y a plus rien qui peut être caché. Et donc, se protéger quand on sait de quoi on se protège, c'est plus facile. Donc, j'aime beaucoup le jour du dimanche pour ça, qui est associé en magie planétaire au soleil. Donc, pour quelque chose de plus petit en termes de cycle. Sinon, on va dire tous les pics d'énergie, je trouve, sont intéressants en protection. Donc, pics d'énergie, pour moi, c'est les pleines lunes et les sabbats, donc saison, intersaison. C'est des bons moments pour poser une protection. Mais c'est vrai que si j'avais quelque chose d'élaboré à mettre en place, j'attendrais peut-être des sabbats plus solaires, donc printemps, été. Et je vais plutôt garder l'aspect nocturne pour le bannissement. Et c'est vrai que la protection, j'ai plutôt cherché l'aspect solaire. Et à quelle fréquence conseilles-tu de recharger les protections de la demeure? Alors, pour moi, je pense que ça dépend vachement des contextes parce que moi, je vis seule avec mon mari. Il n'y a personne qui rentre chez moi. En Suède, c'est pas une culture où on invite les gens à l'intérieur de chez soi. Je travaille pas en extérieur, donc j'ai peut-être moins besoin de rechargement que d'autres personnes aussi. Ça dépend avec quoi on a contact. Ça dépend de sa pratique aussi. Moi, j'ai une pratique avec les cycles des saisons, cycle de la lune, les éléments, enfin voilà, bref. Tout ça pour dire que pour ma part, je le fais une fois à tous les sabbats, donc ça fait à peu près une fois tous les mois et demi, où je profite du pic de la saison pour recharger mes protections ou mettre en place une protection si besoin. Mais moi, ça me suffit largement, une fois tous les mois et demi. Mais j'imagine que pour tout le monde, ça peut pas suffire, quoi. Et as-tu remarqué une demande spécifique concernant la protection qui revient régulièrement dans ta communauté? Oui, très clairement. Très clairement parce que je pense qu'il y a un peu il y a un peu des deux, quoi. Il y a un peu soit ce manque complet de connaissances sur le sujet de pourquoi on doit se protéger. On dit qu'il faut se protéger, mais on ne sait pas pourquoi, on sait pas comment ça marche. Et il y a aussi potentiellement un peu cette paranoïa aussi autour de la protection. Il faut absolument se protéger, sinon, en gros, on a l'impression que c'est une question de vie ou de mort presque dans sa pratique. Alors que je dis pas qu'il n'y a pas de danger, mais des fois, il faut un peu jauger quand même. Ben, comme tu le soulignes, c'est une question de connaissance aussi. Une fois qu'on comprend comment les énergies fonctionnent, on comprend très rapidement que justement, toutes ces choses-là auxquelles on peut croire d'un point de vue extérieur sans trop savoir dans quoi on s'embarque, on réalise finalement que, ben voilà, on s'en fait beaucoup trop. Oui, clairement. Donc, nous, on sait d'emblée que la protection spirituelle n'agit que spirituellement. Est-ce que tu crois au contraire qu'on peut se protéger physiquement jusqu'à un certain point grâce à des rituels? C'est une super question. Vraiment, j'ai trouvé la question super pertinente et du coup, j'ai réfléchi parce que je m'étais jamais trop questionnée là-dessus, pour être très honnête. Je pense qu'en soi, notre corps inclut. Moi, je suis pas du tout dans une croyance où tout est divisé, l'âme, l'esprit, le corps, l'énergie. Pour moi, c'est un tout. Donc, du fait que ça soit un tout, si je travaille sur mes énergies, en soi, du coup, je travaille aussi sur mon corps physique. Et inversement, d'ailleurs, si je travaille sur mon corps physique, je travaille sur mes énergies. Par contre, je pense pas qu'on puisse agir, parce que j'imagine que la question, je suis pas sûre d'avoir compris, mais peut-être qu'elle inclut cette idée de se protéger contre des maladies, se protéger contre quelque chose qui irait pas dans son corps. Ça, je n'y crois pas. C'est-à-dire que je suis convaincue que s'il y a une problématique sur son corps physique, ben, on va voir une personne qui a le savoir, qui est un médecin. Mais je pense que potentiellement, ça peut être un soutien supplémentaire. Ça remplacera jamais la médecine, ça c'est évident. Mais je me dis que si je suis en équilibre et que je travaille bien avec mes énergies, potentiellement, ça peut faire que du bien à mon corps. Voilà. Que les paroles sages, on te remercie pour ça. On est du même avis que toi. Cool. Écoute, des fois, je vais fêter un livre quelconque avec des rituels dedans, puis là, je vois se protéger des impacts de balles, se protéger des malheurs physiques, se protéger des agressions physiques. Puis je dis non, je ferme le livre, je le range et je me dis non, non, non. Cet auteur-là, c'est non. C'est pas pour moi. Parce que, comme tu dis, c'est de se mettre, en fait, même dans un rituel de protection, par exemple, il y a beaucoup de rituels de protection pour les voyages.
Et je pense que tout Mhm. ce que ça fait, c'est finalement nous plonger dans un état plus alerte sur ce qui nous entoure et tout ça. Je pense que c'est là que ça va agir au niveau spirituel, en fait. Donc, on va être plus alerte de ce qui nous entoure, on va prendre moins de risques peut-être. Mais de là à dire que ça va littéralement, on peut s'avancer dans la foule sans aucun problème, euh, moi non plus, je suis pas de cet Ouais. avis-là. Bah, en fait, ce qui est un peu dangereux, c'est que bah, déjà, potentiellement, tu vas mettre ta santé ou ta sécurité dans les mains de quelque chose qui ne le contrôle pas. Mais aussi, c'est que ça met toute la responsabilité sur l'individu. Je trouve que c'est hyper dur. Moi, j'ai déjà beaucoup entendu de choses comme si tu attrapes telle maladie, c'est que t'es pas assez spirituel. Je me dis, mais c'est horrible parce que en fait, ça n'a rien à voir avec ça et qu'on est, en fait, on oublie qu'on est des êtres humains, même des animaux, et que oui, nos cellules se dégradent et oui, on peut avoir un cancer malheureusement et non, la magie n'y peut rien. Non, c'est ça, c'est important. Alors, on a eu beaucoup de questions comme ça, nous, chez Demoiselles Étranges, dans le temps de la COVID, où est-ce que les gens, justement, on avait vu ça passer, un rituel collectif qui appelait tous les pratiquants de la planète à s'unir pour guérir cette pandémie. Puis là, non. Et c'est dommage parce que c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un manque de connaissances à ce niveau-là, puis qu'on se dit, les gens doivent s'éduquer un peu plus parce que cette tendance-là actuelle où juste avoir ces Mmh. croyances très superficielles-là, ça, comme tu mentionnes, ça va devenir dangereux en bout de ligne. Là. Ou Ouais. décevant, les gens vont juste décider de lâcher prise et de dire, bon, c'est n'importe quoi, ça fonctionne pas, mais en fait, c'est parce que vous le faites pas de la bonne façon. Oui, faut savoir la laisser à sa place, la magie, c'est tout. Et pour les pratiquants qui débutent, ce serait quoi tes conseils pour une protection efficace? Ben, pour moi, ce qui a été le plus efficace, comme je disais au tout début, c'est d'avoir trouvé les bons alliés, les bonnes énergies alliées. Donc moi, je dirais que j'ai des croyances au niveau esprit, mais ça peut être d'autres types de sources d'énergie. Mais peu importe comment on les appelle, c'est en gros des énergies alliées. Donc celles avec qui on se sent de créer une relation profonde, on est prête à la nourrir dans le temps. Parce que la protection, c'est tout le temps, c'est latent, comme je disais, puisque c'est préventif. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait une fois puis qu'on oublie. Donc autant le faire avec une bonne alliance, quoi, qui sera facile à maintenir dans le temps. J'en ai parlé aussi par rapport à mes erreurs, c'est de travailler les correspondances à fond, de sortir la tête des livres un peu basiques et d'aller profondément par rapport à ces alliances-là, puisque par exemple, moi, c'est les esprits du foyer. Ça peut pas être les mêmes correspondances que si je travaille avec une divinité grecque, par exemple, ou avec ma grand-mère. Ça peut pas être pareil. Donc, bosser sur ces correspondances-là spécifiques à votre alliance, ça va tout changer. Matérialiser, on est dans la matière et moi je vois trop souvent des protections qui sont juste des visualisations. Sur le long terme, maintenir une visualisation, c'est impossible en fait. Hein. On a d'autres choses à penser dans la vie. Et du coup, si elle va aider à mettre en place la protection ou la réactiver, pour qu'elle soit latente, il faut qu'elle soit matérielle. Donc, bosser les matérialisations. Et puis se baser surtout sur la foi, là où elle est la plus forte, quoi. Ce serait mon conseil. Et puis du coup, oui, quand même, regarder au niveau traditionnel par rapport à votre foi. Par exemple, si c'est avec les ancêtres de sang, donc le culte aux ancêtres, si c'est avec les esprits du foyer, le folklore local, aller voir les traditions, les superstitions, c'est bourré de bonnes infos, quoi. Excellent conseil. Nous passons maintenant aux questions du public. Donc, on a reçu quelques questions pour toi, dont la première, peut-on laisser libre cours à sa créativité pour se protéger ou faut-il suivre des règles strictes? Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Peux-tu approfondir sur le sujet? Ouais, je pense qu'on peut adapter des choses. Oui, c'est évident. Je pense qu'on a tout intérêt à le faire. C'est rare qu'il y ait une pratique qu'on prenne puis qu'on copie-colle exactement parce qu'il y a des choses qu'on va adapter par rapport à son environnement déjà, si on n'a pas les mêmes types de plantes ou par rapport à des petites variations de croyances. Mais j'irai pas tout créer de toutes pièces pour la protection. Et ça, c'est vraiment que pour la protection pour moi et puis le bannissement peut-être. Mais pour tout le reste, je suis très créative dans ma pratique, mais là-dessus, je pense qu'il faut pas tester et qu'il faut, en tout cas, il faut, si on peut tester, mais il faut être prêt à voir les conséquences. Et je pense qu'il faut jauger le risque. Quel risque je suis prête à prendre
par rapport au fait de vouloir être créatif sur la protection. Je pense que c'est un risque. Moi, j'ai pas envie de le prendre. Du coup, après, à vous de voir, quoi. On a d'ailleurs une question sur le sujet. Quelqu'un demandait bannissement-protection. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux méthodes? Oui et non. Euh, c'est deux choses très différentes, mais oui, c'est lié dans le sens où le bannissement la protection va être nécessaire après un bannissement. Et le bannissement, en gros, ça arrive le moment où la protection, elle a failli, quoi. Donc, si, en gros, la protection est infaillible, il n'y aura jamais besoin de bannissement normalement. Puisque l'idée du bannissement, ça porte bien son nom, hein, c'est de bannir. Donc, si on peut prendre un synonyme, ce serait supprimer, révoquer, faire partir définitivement une énergie, une entité, ce que vous voulez. Et du coup, si on en est venu à bannir, c'est que notre protection a fait défaut. Et du coup, j'espère que ça arrive pas souvent. C'est pas le but des pratiques. Le rituel de bannissement, moi, c'est pas un rituel que j'apprécie faire. C'est pas agréable pour personne, je pense. Il arrive vraiment en dernier recours quand il y a plus le choix, quoi. C'est un peu le rituel du dernier recours. Et quand on a pratiqué le bannissement, il faut se protéger parce que si on laisse la porte encore ouverte, le bannissement va encore être nécessaire. Puis au bout d'un moment, il sera peut-être plus suffisant. Donc, ouais, toujours protection après le bannissement. Et puis, du coup, bosser ses protections pour ne pas arriver au bannissement. Moi, j'associe bannissement à purification, en fait. Purification de dernier recours aussi. On se rejoint là-dessus. Ton approche est très, très, très intéressante. Mais oui, tout à fait. Hein. La purification est un bannissement. On n'aime pas utiliser le terme aujourd'hui, mais c'est la même chose. Et c'est pour ça que j'ai toujours une purification. C'est une remise à zéro. On ne choisit pas les énergies qu'on purifie. C'est ce que ça, j'aime beaucoup. Ce terme, on purifie les énergies négatives. Non, on purifie les énergies, basta. Donc en soi, oui, c'est un bannissement, tu as raison. Donc, la prochaine question provient de quelqu'un qui est au courant là, de ton déménagement en Suède. As-tu remarqué une différence entre la manière dont la pratique en France et celle de la Suède se différencie en matière de protection? Et si oui, laquelle est à tes yeux la plus perspicace et pourquoi? Oui, on en a un petit peu parlé, puisque il y a un animisme qui est très fort en Suède. Je dis pas qu'il n'existe pas en France, mais ou ailleurs, mais en tout cas en Suède, il est vraiment très très présent. Tout le paganisme nordique est en fait nourri d'animisme. Il y a des esprits pour tout. Il y a des familles d'esprits. Il y a plein de termes. Enfin, c'est sans fin en mythologie scandinave et suédoise. Ce que je trouve passionnant. Et du coup, il y a beaucoup de choses autour des esprits familiers, d'esprits familial, esprit du lieu, esprit du territoire. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup développé ça ici, parce que ça me paraissait hyper pertinent. Quand, en tout cas, on n'est pas proche de ses ancêtres de sang, quoi de mieux que sa maison pour nous protéger quand on est chez soi, en tout cas. Ça me paraissait hyper logique. En France, j'en ai jamais entendu trop parler de ça, qu'on crée une alliance avec l'esprit de son foyer pour la protection. Donc ça m'a beaucoup plu ici. Par contre, les esprits de protection ici sont très ambivalents. Et ça, c'est une différence qui est très intéressante. Je dis pas que c'est pas le cas ailleurs, mais en tout cas, j'en ai pris conscience ici. Il y a cette idée d'esprit farceur aussi, qui fait que c'est pas toujours, c'est pas toujours évident de maintenir l'équilibre. Et quelque chose de très très efficace en Suède que j'adore travailler, c'est les runes, évidemment. Et alors là, c'est d'une sacralité, d'une puissance magnifique. Et voilà, j'ai vraiment pu approfondir les runes depuis que je suis ici et c'est un très très bel outil. On parle d'ambivalence aussi, on retrouve ça beaucoup dans la culture africaine aussi, où est-ce qu'on peut faire des demandes à certaines énergies, mais on ne sait pas de quelle façon ça va fonctionner. Donc, des fois, c'est si le pratiquant, l'intention du pratiquant est bonne et juste, là, à ce moment-là, la demande peut être entendue et réalisée de façon très douce, mais à l'inverse, si le pratiquant ne dit pas tout à fait tout ce qu'il a en tête ou que l'intention est mauvaise, et bien là, à ce moment-là, l'énergie va punir le pratiquant. Donc, l'aspect du risque est très, très, très présent dans les cultures africaines à ce niveau-là. Ouais, je la retrouve beaucoup ici aussi, du coup. Est-ce qu'il y a des choses à éviter lorsqu'on décide de débuter dans un rituel de protection? Tu en as parlé un petit peu plus tôt, justement, là, de pas faire certaines erreurs qu'on fait tous quand on commence, parce que ça fait un peu partie
de l'évolution du pratiquant, de se planter, Mm. de faire des erreurs, d'expérimenter, puis de justement s'améliorer dans sa pratique. Mais si tu avais, par exemple, un petit top 3 des choses vraiment à éviter. Ouais, bah, j'ai l'impression, moi en tout cas, alors je suis peut-être très bisounours là-dessus, mais j'ai l'impression, avec le temps, ce que j'ai compris, c'est que tous les extrêmes sont pas bons à prendre. Et si j'avais un conseil en magie en général et en protection en particulier, c'est de trouver l'équilibre. Vraiment, c'est la réponse facile, je sais, mais trouver l'équilibre. Donc, ne levez pas les boucliers, ne vous faites pas une structure impénétrable parce que bah, du coup, personne ne pourra la pénétrer. Et quand vous inviterez les énergies que vous avez envie d'inviter, bah, elles passeront pas. Donc voilà, cet équilibre-là entre une protection trop légère ou trop forte. Et puis, il y avait cette idée aussi, on en a parlé déjà, mais trop inventif aussi à éviter. Aller voir les traditions et essayer de retirer un peu de sagesse et d'enseignement. Je pense qu'on y trouve beaucoup de choses. Et puis, faites-les évoluer. Ayez pas peur de faire évoluer vos protections. Il y a ce truc aussi, j'ai l'impression un peu de peur de ouais, mais j'ai mis en place ça, donc si je l'enlève, j'ai pu être protégée. Il faut accepter parfois de faire un peu table rase et puis de recommencer. Moi, j'ai beaucoup déménagé, donc j'ai pas eu le choix. J'ai déménagé 15 fois en 15 ans. Voilà, une fois par an. Un peu la bougeotte. Donc, il n'y a pas eu le choix que de supprimer mes protections et de les refaire. Et c'est comme ça que j'ai appris de fou, quoi. Et c'est pour ça que je dirais pas que mes protections sont parfaites, parce que ce sera jamais le cas, mais ouais, oser, défaire et refaire. Excellent. Se protéger signifie-t-il avoir une part inconsciente d'être la cible d'énergie nuisible ou au contraire être un praticien conscient et responsable? Bah, c'est les deux en fait. Ça dépend justement de la dose de protection que tu mets. J'aime beaucoup cette question aussi. Est-ce qu'il y a une peur inconsciente d'être la cible d'énergie nuisible? Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont cette peur-là. Donc, un peu cette paranoïa, comme je disais plutôt, qui s'installe et qui peut même créer de l'auto-envoûtement, ce qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir eu le mauvais œil ou autre, alors qu'en fait, on se l'est donné soi-même à force de ruminer qu'on est attaqué. Donc oui, être vigilant, ça c'est évident que c'est important. Donc c'est cette idée de practice inconscient et responsable. Je trouve que tout est dit dans la question. Être conscient et responsable, mais ne pas perdre pied non plus avec la réalité et prendre conscience que tout ce qui nous arrive dans la vie n'est pas forcément lié à notre pratique et au mauvais œil. Et comme on disait plus tôt, si je tombe malade, bah, c'est juste que je suis un être humain faillible. Si je perds mon travail, c'est peut-être que la situation économique de mon pays est nulle en ce moment. Et c'est pas de bol. C'est horrible, mais c'est pas forcément de la faute à l'extérieur. Je pense que c'est ça, faut pas perdre pied avec ça. Et je sais que c'est pas la question, mais j'en profite pour le dire parce que je trouve que c'est hyper important. Il faut pas se déresponsabiliser socialement et politiquement. À force, quand on est dans le milieu spirituel, on va rejeter la faute toujours sur les énergies. Bah, parfois, c'est la faute de ton patron, c'est la faute de la société. Et si tu en prends conscience, peut-être que tu te battras plus pour tes droits aussi. Donc voilà, mettez la protection énergétique là où elle est nécessaire dans la pratique magique et dans la vie, pas forcément. Non, c'est ça, des mauvaises journées, ça arrive à tout le monde. Puis il y a des gens justement qui vont se lancer en spiritualité pensant à tort que ça va justement les rendre de bonne. On en voit des pratiquants comme ça régulièrement qui viennent juste de commencer leur pratique et qui découvrent comme une nouvelle réalité jusqu'au jour où quelque chose de mauvais va arriver, parce que ça arrive, c'est la vie, ça fait partie de l'expérience de vie d'un humain. Et là, tout d'un coup, c'est ça, là, il y a la panique qui s'installe, mais je comprends pas, pourtant, je suis dédiée à ma pratique. Oui, mais voilà, il faut faire la part des choses, là, c'est très, très important. Donc oui, bon point. Rappelons-le le plus souvent possible. Et puis, juste pour dire, encore une fois, la protection, c'est être responsable et conscient, donc mettre sa ceinture de sécurité, mais ne pas s'empêcher de vivre sa pratique, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui n'osent pas faire des choses parce qu'ils ont peur. Et en fait, ça demande de la confiance. Ayez confiance dans votre système, ayez confiance en vous. C'est ça aussi qui fera la puissance.
moi, j'ai l'impression que ça joue beaucoup, hein, la foi en soi et en son système de protection va faire que la protection va marcher ou pas. Si vous avez peur de votre propre protection, ça va être dur de se protéger. Oui, puis on voit aussi des gens qui vont, par exemple, justement, faire appel à des divinités quelconques avec lesquelles ils n'ont pas, comme tu dis, d'alliance, ils n'ont pas de lien, ils ont juste vu ça dans un livre, puis là, ben, ils partent. Puis là, ils prennent peur parce qu'ils comprennent pas le symbolisme derrière, ils n'ont pas étudié à fond tout ce que ça implique en fin de compte, et finalement, ben là, ils n'osent pas. Quoi. C'est là que c'est important de bien connaître son art, de bien connaître sa magie, avant d'entamer quoi que ce soit. Vous ne lancez pas dans un rituel que vous avez lu dans un livre en vous disant ah ben voilà, c'est un scénario de film d'horreur. Pur et dur. Êtes-vous constamment sous la protection d'une amulette ou seulement quand vous en ressentez le besoin? Alors du coup, c'est là où je fais la différence entre protection latente et protection active. Protection latente, tout le temps. Donc talisman, oui, tout le temps. J'ai toujours quelque chose sur moi de matériel, soit sous forme de bijoux, soit sous forme de pochon. Et après, j'ai des protections que j'appelle actives. Donc là, dans le cadre de mes pratiques, où moi, je fais la chose basique de créer un cercle avec des gardiens aux points cardinaux. Mais oui, du coup, manière latente, toujours sous protection. Est-ce qu'on peut protéger les gens autour de soi avec la magie? Ouais, c'est une question très difficile. Et je pense que la réponse est difficilement, pour plusieurs raisons. La première, elle est éthique, je pense. Protéger les autres sans leur consentement, déjà, c'est compliqué. Et d'autant plus, moi, j'ai eu beaucoup de parents qui voulaient protéger absolument leurs enfants. Je disais, ouais, mais en même temps, c'est pour moi éthiquement pas valable et pas possible. Parce que quand on a l'amour de ses proches, on va vouloir leur éviter certaines choses qui parfois sont importantes à vivre pour eux aussi. Donc pour les autres, je trouve que c'est toujours difficile, déjà pour l'éthique, mais aussi parce que dans ce que j'ai compris de la pratique magique, si t'es pas conscient et impliqué dans le processus de magie, il va pas se passer grand-chose. Moi, par exemple, le fait de faire des rituels à distance à quelqu'un qui est pas conscient et qui est pas impliqué dans le rituel, je n'y crois pas. Je suis désolée, j'aimerais, mais j'ai testé, ça marche pas. Donc, pour ses proches, pour moi, c'est pareil, voire c'est pire parce qu'on est impliqué émotionnellement et qu'on va peut-être vouloir en faire trop parfois et on va peut-être empêcher l'autre de vivre des choses. Donc, si vous voulez protéger vos proches par des pratiques de magie, discutez-en avec eux. Déjà, il faut qu'ils soient, pour moi, majeurs, adultes, responsables, conscients. Discutez-en ensemble et faites-le ensemble. Faites-le ensemble. Ça peut être un super beau moment à partager en plus et ça sera d'autant plus efficace. Je comprends que tout le monde ne se sente pas de se protéger de soi-même et qu'on fasse appel à des proches qui s'y connaissent pour nous aider, évidemment que oui, mais pas le faire à l'insu de ses proches, en tout cas. Non, c'est ça. On peut aussi, on peut offrir à quelqu'un, par exemple, une amulette, puis lui dire, ben, tu dois l'activer par ton besoin de protection ou autre. Mais je suis ton avis aussi. Là, ça aussi, c'est une tendance qui nous fait hérisser les poils du corps quand on voit ça passer sur les réseaux sociaux, justement, de faire des rituels à distance pour les autres. On dit, mais la part de responsabilité du pratiquant, elle va où, là? Est-ce qu'on est rendu à ce point-là dans un monde où est-ce qu'on donne de l'argent à quelqu'un et les choses se règlent d'elles-mêmes? Ce serait tellement facile de cheminer si c'était que ça. C'est là qu'on voit justement à quel point cette tendance-là s'en va vers les oubliettes finalement. C'est pas du tout sain, ni pour le pratiquant et encore moins pour les gens qui entretiennent cette pratique-là, justement, de vendre des services de ce genre-là, parce que ça va justement donner une fausse image de ce que c'est, et ça va être complètement inutile, comme tu le mentionnais. Est-ce que tu as un petit mot de la fin que tu voudrais rajouter au niveau de la protection pour le mois de décembre? Là, pour le coup, si vous avez envie d'expérimenter la protection au mois de décembre, pour moi, le foyer au mois de décembre, c'est quand même le truc cool à aller explorer en protection, puisqu'on y passe beaucoup de temps en hiver. En tout cas, en Suède et au Québec, c'est sûr. On y est beaucoup. Donc ouais, ça peut être un moment super intéressant et du coup, d'aller regarder un peu le folklore local, les légendes locales, ça peut être super fun avec les contes en plus de Noël et tout, de voir un petit peu ce qui s'y passe.
Et du coup, pour vous dire que tout ça, ça peut être un vrai plaisir. La protection, c'est pas forcément quelque chose de chiant, de désagréable à mettre en place. Ce serait mon mot de la fin. Encore une fois, je vais peut-être passer pour une bisounours, mais c'est pas grave. Moi, j'y vois beaucoup d'amour dans la protection. L'amour de cette alliance que j'ai créée, l'amour de mon foyer, l'amour des esprits du territoire, et que je leur rends aussi en m'occupant de mon foyer, en m'occupant du territoire autour de moi. Voilà, c'est un lien d'amour et ça peut être un véritable plaisir de faire de la protection. Ben écoute, merci beaucoup Aliénor pour ton passage dans notre émission. Écoute, ça a été super intéressant. On a vu beaucoup de similitudes entre tes conseils et les nôtres, donc c'est toujours agréable Cool. de voir d'autres pratiquants qui sont du même côté. Je voulais juste dire merci pour les questions de vous et puis de la communauté. Elles étaient très pertinentes, c'est rare, ça fait plaisir. Écoute, on peut te retrouver sur ton site web, évidemment, où est-ce qu'on va trouver l'entièreté de tout ce que tu offres aussi. Et je vais mettre aussi un lien pour tous tes réseaux sociaux. Est-ce que tu as des projets nouveaux qui s'en viennent ou des petites surprises qui s'en viennent pour la nouvelle année? Écoute, on enregistre ce podcast le 3 décembre et le 4 décembre, je réouvre ma boutique d'outils magiques. Donc voilà, je suis ravie. Encore une nouvelle corde à l'arc de Mystic Moon. Ben excellent, on va surveiller ça de très près et puis on se revoit prochainement pour un autre enregistrement.